le plan de transformation de l'économie française, effectivement, je vais faire un focus sur la partie mobilité dont je me suis occupée directement. Quelques mots sur le Shift Project, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est une association, un think tank, qui s'occupe donc de transition vers une économie libérée de la contrainte carbone. Et donc, pour ce faire, on conduit des analyses, des projets, on organise des groupes de travail sur des sujets qui nous paraissent importants, intéressants, et qui ne reçoivent pas, à notre jugement, suffisamment d'éclairage dans le débat public. Et donc, par rapport à ça, donc, quand on développe des propositions, on va les porter auprès des acteurs locaux, alors surtout des corps intermédiaires, mais aussi très souvent de l'État, etc. Et pour ce qui concerne la mobilité, par exemple, on a fait beaucoup de travaux sur la mobilité dans les zones de moyenne densité. On a publié aussi un guide pour une mobilité bas carbone. Et donc les travaux du plan de transformation pour ce qui concerne la mobilité quotidienne s'appuient aussi beaucoup en partie sur ce travail et cette publication. Il y a aussi une association sœur du Shift Project, qui s'appelle les Shifters. Il s'agit là de bénévoles donc, qui sont partout en France et qui sont chargés, qui se chargent eux-mêmes de diffuser, faire connaître les travaux du Shift Project et aussi les vulgariser, faire des podcasts, etc. Donc, il y en avait 14 000 quand on a fait la présentation, le début de la présentation il y a quelques mois, donc effectivement c'est un chiffre qui augmente assez rapidement. Le plan de transformation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une idée qu'on a eue au printemps 2020, donc printemps 2020, confinement, hein, donc depuis mars. Nous, on a commencé à y réfléchir avant l'été. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de plans de relance. Donc le plan de relance pour l'aéronautique, pour le secteur automobile, etc. Dont on voyait pas très bien en quoi ça nous aiderait à décarboner l'économie. Et on voyait par contre qu'il y avait beaucoup d'argent qui était consacré à ces plans de relance. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas concevoir, non pas un plan de relance au sens on relance les choses comme avant, mais un plan de transformation de l'économie pour la rendre justement moins carbonée, donc avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, plus résiliente, en particulier à la dépendance, à des matières premières qui sont souvent importées de l'étranger, mais pas seulement les matières premières, d'ailleurs aussi les produits finis, et avec une attention particulière à la question de l'emploi. C'est-à-dire, on a moins raisonné, on n'a pas du tout d'ailleurs raisonné argent, on a vraiment raisonné compétences et quantité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ce qui va être limitant, ça ne va pas tellement être l'argent. La preuve en est, voilà, tous ces plans pour lesquels finalement on a trouvé pas mal d'argent. Ça va être la disponibilité des ressources naturelles, les ressources qu'on va chercher quand on doit produire, hein, quand on doit produire un véhicule électrique, on va chercher des ressources. Et ça va être aussi les compétences, le savoir-faire. Et donc là, l'idée du plan et l'idée d'un plan en général, selon nous, ça devrait être aussi celui de préparer les compétences à venir pour faire face ou pour préparer la transformation de l'économie, en sachant qu'elle ne sera peut-être pas basée tout à fait sur les mêmes, sur des secteurs industriels tels que nous les connaissons spécifiquement aujourd'hui.
Donc, on a eu un peu une conception de l'économie comme un grand métabolisme, on pourrait dire, où il y a des flux physiques. Il y a des matières premières qui sont extraites, il y a une transformation qui est réalisée dans les industries par des gens. Il y a du transport qui aussi est réalisé par des gens et une transformation finale et des livraisons. Donc tout ça, c'est des tonnes, c'est des kilowattheures, c'est des kilomètres, c'est des heures, c'est des mètres carrés. Et par exemple, si c'est 10 fois plus efficace en zone urbaine dense de livrer par cyclo-logistique que par camionnette, on a regardé ce que ça fait, un nombre de cycles nécessaires en plus pour effectuer toutes ces livraisons, toutes ces tonnes de livraison, et donc quelle production de vélos et de cycles il aura fallu avoir à horizon 2050. J'ai oublié de dire, notre horizon c'est 2050. Ça allait un petit peu de soi, mais il vaut mieux le ressouligner. Donc, comment obtenir aussi une neutralité carbone avec une réduction donc des émissions de gaz à effet de serre de 5% par an, ce qui nous met sur la bonne trajectoire pour respecter les accords de Paris. Donc, on a procédé à un regardant. Là, j'explique plus la philosophie du plan, et puis quand il s'agira de mobilité, je rentrerai vraiment dans le détail des actions. La philosophie du plan a été aussi celle de regarder qu'est-ce qu'on peut faire sans changement d'usage. Donc, en utilisant des technologies existantes, comme l'électrification, par exemple, on passe les voitures de voitures à essence à voitures électriques, améliorer l'efficacité, donc l'efficacité énergétique des bâtiments, des industries, de la production, et aussi quelles sont les technologies à rupture dont on peut disposer et dont il convient sur lesquelles il convient d'être très prudent, puisqu'on ne sait pas quelles vont être leurs évolutions dans les années à venir et surtout à horizon 2050. Donc, ce à quoi on a abouti, ça n'est pas un scénario, c'est un plan. C'est-à-dire comment on peut faire, c'est une proposition comme une autre, c'est-à-dire après le gouvernement peut en proposer une autre, ça en est une, de comment faire pour réorganiser l'économie autour d'une neutralité carbone et d'une transformation qui permettent d'arriver à la neutralité carbone tout en préservant l'emploi. Et donc, on a regardé les évolutions sans changement d'usage, et puis on a vu qu'il reste tout de même en consommation d'énergie, il reste 40% à peu près de la consommation d'énergie qui reste à arbitrer, et donc une réorganisation nécessaire vers la sobriété qui, elle, est différente d'un secteur à l'autre. Là, c'est l'exemple de la mobilité. L'idée, c'est de dire il faut mettre en place un nouveau système par lequel c'est facile d'utiliser les modes bas carbone. C'est-à-dire actuellement, dans le fonctionnement actuel de l'économie, il faut les chercher, les modes bas carbone. Il faut prendre le train, il faut rechercher les choses qui sont en correspondance. Souvent, le train est plus cher que l'avion. Il y en a pas beaucoup. Si je vais aller de Chartres à Orléans, c'est problématique. Voilà. Dans l'économie de 2050, celle qui respecte la neutralité carbone, en fait, il y a les offres. C'est plus facile de prendre des offres bas carbone que sa voiture. Donc, pourquoi? Parce qu'on a réorganisé l'espace urbain.
dans les centres urbains denses, parce que à l'extérieur des centres urbains denses, on a aussi conçu des offres. Alors, on n'est pas sorti en 2050 de une certaine dépendance à la voiture. On rêve pas non plus, évidemment. Mais on est dans une logique dans laquelle on part en train, il y a beaucoup de trains, c'est fréquent, on dispose d'une information facile, d'une tarification facile pour prendre le train. On peut prendre des trains qui vont vite et sont plus chers. On peut prendre des trains qui vont moins vite et sont plus capacitifs, moins chers. On peut mettre les vélos, etc. Donc l'offre est présente. Donc on a pris en compte tous ces investissements. J'insiste beaucoup parce que en fait, on parle beaucoup d'efforts individuels. Et il faut savoir aussi que ces efforts, il faut aussi les soutenir avec tout un système. Donc voilà, c'est les secteurs qu'on a étudiés dans le plan de transformation. Il y en a une quinzaine. Donc c'est des secteurs qui sont soit des secteurs de production, soit d'utilisation, soit de services. Donc la santé et la culture, c'était un peu une première d'étudier la décarbonation du secteur. Donc ça a donné lieu à chaque fois à un rapport. Tout se trouve sur le site, d'ailleurs je le dis tout de suite avant d'oublier, sur le site il nous faut un plan.com. Voilà. Il y a l'ensemble des secteurs, avec des présentations d'ailleurs de chaque chef de projet de secteur, un petit peu résumé sur les mesures. Alors, pour ce qui concerne le secteur de la mobilité, on l'a dit, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, un tiers des émissions. En France, ça c'est la France. C'est aussi un secteur qu'on a du mal à décarboner. Il y a eu des trajectoires qui ont été très fortement à la hausse dans les émissions jusqu'aux années 2000. Après, ce que l'on voit aussi, c'est l'effet en 2008 du ralentissement économique. Mais globalement, les émissions ont tendance à stagner. Voilà. Et ce, malgré des politiques assez importantes qui ont été mises en place dans les centres-villes denses, comme à Orléans par exemple, où on a fait le tramway, etc. C'est aussi la mobilité quotidienne. Ça c'est le transport en général. Quand on regarde, quand on fait la part des choses entre le fret, la mobilité courte distance, donc quotidienne, enfin inférieure à 80 km dans la définition de l'INSEE, et mobilité longue distance, on voit d'une part que la mobilité quotidienne, à elle seule, compte pour un peu plus de la moitié des émissions dues au transport. Donc c'est quelque chose de très important. On est à 14% des émissions de gaz à effet de serre de la France, rien que la mobilité quotidienne. On a fait un calcul des véhicules kilomètres et donc des émissions. C'est un calcul fait par le Shift Project l'année dernière. Et effectivement, pour la mobilité quotidienne, c'est essentiellement la voiture, en fait, qui est source d'émissions. Pourquoi ? Parce que 82% des kilomètres, là on est un kilomètre, avant on était en émission, là on est un kilomètre, 82% des kilomètres sont toujours faits en voiture, pour la mobilité quotidienne. 13% c'est les transports en commun, et après il y a les autres modes. Donc comment faire ? C'est-à-dire que c'est pas ça n'a visiblement pas été facile de décarboner la mobilité. Alors il y a trois axes qui sont dont on parle tout le temps, c'est avoid, shift, improve, c'est-à-dire diminuer le besoin de déplacement en réduisant les distances parcourues. Donc là on est dans le domaine de l'urbanisme, et donc raccourcir les distances.
ou bien supprimer des déplacements. Changer de mode. Donc, passer de l'utilisation... Alors, quand on dit changer de mode, quand on parle de décarbonation, ça veut dire passer de l'utilisation de voitures lourdes, un solo, à l'utilisation de modes alternatifs, donc les modes actifs, un premier. Hein. Les modes actifs, c'est la marche et le vélo, c'est les modes les moins carbonés. Les transports en commun, d'alors, le covoiturage. Et réduire les émissions des véhicules en agissant sur la motorisation, donc en passant à l'électrique, mais en agissant aussi, et il faut le souligner, sur le poids, puisque de fait, une voiture électrique est très impactante sur l'environnement, on l'a vu aussi tout à l'heure, en termes de matières premières, en termes d'émissions, et plus elles sont lourdes, et plus elles sont émissives. Alors, est-ce que ça a bien un sens de transporter 2 tonnes de voiture pour transporter une personne seule de 75 kilos. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, les leviers pour décarboner. Je n'ai pas d'infographie hyper interactive, etc. Mais pour ce qui concerne la réduction des distances. La réduction des distances fondamentale. On a multiplié les distances parcourues par 4,7 depuis les années 1960. Ça a contribué énormément à la montée que vous avez vue tout à l'heure de la courbe rouge, donc, qui est la courbe des émissions de la mobilité. On va toujours plus vite, toujours plus loin, à la fois pour la mobilité quotidienne et pour la mobilité longue distance. On ne peut pas être sur une trajectoire compatible avec la décarbonation si on continue de cette façon. Comment on fait? Surtout à travers, alors pour la mobilité quotidienne, surtout à travers un réinvestissement de l'urbanisme qui doit revenir sur un modèle où on a mis loin les lieux de travail, les lieux d'habitation, les lieux où on va faire les courses, tout en artificialisant les sols, d'ailleurs, comme co-bénéfice. Il y a des programmes, par exemple Action Cœur de Ville. C'est des programmes qui peuvent être mis aussi à contribution en les, je dirais, en rajoutant aussi des obligations, peut-être de ne pas en même temps artificialiser des sols à l'extérieur si on veut bénéficier des subventions de l'État. Et l'urbanisme est vraiment le levier phare sur la réduction des distances. Alors, on a pensé au covoiturage, au télétravail aussi, évidemment. Le télétravail recèle, on a fait les calculs, recèle un potentiel bien moindre que l'urbanisme. Pourquoi? Parce que déjà, le motif travail en lui-même n'est responsable que d'un tiers des véhicules kilomètres, 22% du nombre de déplacements. Un soir. Tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Il y a une petite moitié des métiers qui sont télétravaillables. Tous les jours, pour ces métiers-là, ne sont pas télétravaillables non plus, puisqu'on l'a vu, rester tout le temps chez soi, ça n'est pas idéal non plus. Donc, le potentiel est limité. On ne dit pas qu'il est inexistant. On dit que quand on met en place une politique de télétravail, il faut faire très attention à éviter aussi les effets rebonds qui consistent à donner l'accès au télétravail et puis à permettre et puis faire en sorte que les gens puissent s'installer plus loin. Donc, quand ils se déplacent, en fait, ils se déplacent sur des distances plus longues. Donc, le télétravail, oui. Ce n'est pas là forcément la clé de la réduction des distances en termes de potentiel. Et il faut bien le gérer de façon à ce que la réduction soit réelle dans les distances. Deuxième volet, donc on avait parlé, là je viens de parler du volet réduction des distances. Il y a le volet
changement de mode. Comment on fait pour changer les modes de transport? Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut rendre disponibles les modes alternatifs. Alors, dès qu'on sort des centres-villes, des villes denses, marcher et pratiquer le vélo, c'est super difficile. Parce que il n'y a pas, enfin c'est pas conçu pour, en fait, l'espace n'est pas conçu pour. Donc il y a pas mal d'investissements à faire pour rendre cyclables et marchables les environnements. Ça ne suffit pas, bien sûr, mais déjà ça permettra de réaliser un certain nombre de déplacements avec ces modes de déplacement qui sont alors pour le coup très bas carbone. Quand on parle de vélo, l'approche qu'on vient d'avoir, c'est une approche qui est semblable à l'approche qu'on a quand on parle de voiture. C'est-à-dire, la voiture, si elle a pu s'installer aussi bien, aussi confortablement dans nos vies quotidiennes, c'est parce qu'elle offre plein d'avantages. Et parce que c'est pas qu'un véhicule, c'est un système. Donc vous avez le véhicule, mais vous avez aussi la mise à disposition de toute une infrastructure qui vous permet d'aller partout, de porte à porte, de stationner pour la très grande majorité gratuitement. Et vous avez partout l'accès les services, aux services à la voiture. Vous avez aussi un imaginaire soutenu par une publicité très présente qui donne envie de posséder des voitures. Pour le vélo, il faut raisonner de façon analogue. C'est pour ça qu'on parle de système vélo. C'est-à-dire, il ne suffit pas mettre à disposition, vendre, louer, location longue durée, etc. les véhicules, c'est nécessaire. Il faut mettre en place une infrastructure qui permette d'aller partout. Si on pense au système voiture, par analogie, ça paraît logique. Et logiquement, de la même façon, de stationner partout, de façon capillaire devant les magasins, de façon massive devant les gares, etc., etc. Les services aussi. Alors, je dis vélo, en réalité, je devrais parler de système de cycle, puisque en réalité, il y a aussi les vélos cargo, les vélos assistance électrique, etc. C'est aussi des véhicules qui nécessitent souvent des services. Donc, il faut pouvoir accéder à ces services. Il ne faut pas que ça soit un frein. Et alors, pourquoi pas aussi l'idée de l'imaginaire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on ait envie de prendre davantage le vélo. Donc là, il y a aussi toute une panoplie de possibilités entre le fait que ça soit adopté par des gens qui sont un peu des références, la publicité, etc. Les transports en commun, bien entendu, hein, on a prévu aussi des investissements importants dans les trains, mais aussi dans les autocars, ça pour les villes principales. Les transports en commun aussi en liaison avec l'urbanisme, c'est-à-dire ne pas forcément se dire tout le temps je ne mets pas de fréquence dans le bus parce que il n'y a pas de desserte de population, mais aussi à terme penser en même temps la mise en place du système de transport et la création de logements et d'activités là où on a mis le système. L'enchaînement, bien sûr, qui doit être simplifié d'un mode de transport à l'autre, qui doit être simplifié au niveau de l'information, qui doit être simplifié au niveau physique de l'accès, hein, et simplifié aussi du point de vue de la tarification. Bien évidemment, tout ce que je suis en train de dire, on pourrait y passer du temps, hein, donc voilà, après dans les questions, on peut aussi en parler davantage. Et il faut qu'il y ait aussi un système réglementaire et fiscal qui soit cohérent avec cette mise en place d'infrastructures et ce souhait de transition. C'est-à-dire, par exemple, on l'a constaté dans les entreprises, le forfait mobilité qui est arrivé, c'est super, c'est très bien. Il faut aussi, là où il y a l'indemnité kilométrique voiture, par contre, les employés ont plutôt tendance à ne pas se déclarer comme covoitureurs pour bénéficier de l'indemnité kilométrique. Ça n'est pas logique. Donc il faut que le système réglementaire et fiscal soit adapté.
Et je finis là-dessus. L'idée, c'est de mettre en place, mais c'est aussi, et c'est très important, d'accompagner. Alors, accompagner à deux points de vue. Accompagner financièrement les ménages les plus fragiles économiquement. Il y en a vraiment besoin. On n'a pas besoin de mesures pour accompagner la transition tout court. On a besoin de mesures qui visent spécifiquement les publics fragiles économiquement. C'est pas les soutiens généralisés à l'achat de l'essence, c'est vraiment cibler les ménages qui en ont besoin et qui sont dépendants de la voiture pour qu'ils puissent entamer une transition. C'est très important. Et accompagner les changements de comportement. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que on met en place une offre, c'est important, mais il faut aussi que d'une part on puisse être informé. Là, il y a une action à mener par les acteurs locaux, par les collectivités, par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, etc. Dans l'information, dans la sensibilisation aussi, parce que des fois on connaît pas l'offre, des fois on sait pas qu'il y a des alternatives. Et aussi, moi je dirais un accompagnement, enfin au-delà de l'accompagnement, un donner envie de faire autre chose, de vivre autrement, enfin que tout ne se résume pas à consommer en fait. Voilà. Voilà.